Ryuma n'est pas un garçon de 11 ans vivant dans un monde fantastique plein de magie et de mystères, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il était autrefois un homme de la classe ouvrière, vivant dans une ville du Japon, travaillant dur dans un milieu professionnel, suivant les ordres d'un supérieur incompétent, occupant un emploi pénible et pris au piège d'un cycle sans fin de misère professionnelle. Un jour, pendant son sommeil, il a éternué, ce qui l'a fait tomber du lit et se cogner la tête contre un coin de table, causant une hémorragie cérébrale qui l'a tué dans son sommeil. Quelle fin décevante. Il se réveille devant 3 personnes à l'apparence étrange qui se présentent comme des dieux. Il l'informe de sa mort, et lui-même reconnaît sa déception face à une fin aussi insignifiante. Les dieux lui disent qu'ils l'envoient dans un monde alternatif, rempli de magie et de fantaisie, où il pourra vivre comme il l'entend. Il accepte rapidement car il en avait assez de sa vie sur Terre. Comme cadeau d'adieu, les dieux lui confèrent également la capacité d'utiliser plusieurs formes de magie élémentaire, ce qui est assez rare. Ils expliquent qu'ils l'envoient dans le corps d'un enfant de 8 ans, et à partir de là, il est seul. Il leur dit au revoir, et est immédiatement transféré dans le corps d'un enfant. En se réveillant, il se retrouve dans un endroit inconnu, entouré de forêts et de montagnes luxuriantes. Il s'approche d'un arbre et le frappe, le brisant en deux, et réalise que son corps est celui d'un enfant, mais que son esprit et sa force sont restés ceux de sa vie précédente. En se promenant et explorant la région, il aperçoit une limace bleue qui lui plaît instantanément, car elle est très mignonne. Il ouvre rapidement son guide et apprend à utiliser la magie, ce qui lui permettra d'apprivoiser la limace, et il réussit à faire de la limace son familier. 3 ans ont passé, et Ryoma vit toujours confortablement seul dans la forêt. Au fil des ans, il a collectionné plus d'1 millier de limaces différentes et aime les étudier. Certaines de ces limaces peuvent créer du poison, d'autres peuvent faire la vaisselle, et d'autres encore peuvent même jeter les ordures. Il a vécu une vie paisible ces 3 années, et n'a rencontré aucun être humain. Un jour, traversant la forêt, il entend des gens crier et va voir ce qui se passe, pour se rendre compte qu'il s'agit d'un groupe d'hommes qui semblent venir de la capitale, et l'un d'eux est blessé, gisant par terre dans son sang. C'est la première fois qu'il rencontre des humains depuis sa réincarnation dans ce monde. Il est donc un peu nerveux à l'idée de les approcher, mais voyant qu'une personne du groupe était gravement blessée, loin de tout secours médical, il se décide à s'approcher. Dès qu'il tente de parler, cependant, un des hommes dégaine son épée, la pointant vers lui. Il s'empresse de dire qu'il a des médicaments, et le guérisseur du groupe s'approche de lui avec prudence. Il goûte le liquide et déclare que c'est bien un médicament, le donnant rapidement à l'homme blessé. La personne blessée se remet bientôt à respirer normalement, sombrant dans un sommeil profond. Il remercie Ryuma tandis qu'il leur dit de le suivre. En chemin, il rencontre plusieurs slims, et les hommes dégainent rapidement leurs épées, mais Ryuma leur explique que ce sont ses familiers. Ils arrivent à une montagne et sont confus, mais soudain Ryuma effectue un sort, et une porte cachée apparaît dans la paroi rocheuse. Il invite tout le monde à entrer tandis qu'ils sont stupéfaits qu'un garçon de 11 ans puisse accomplir une telle magie. Le chef du groupe se présente comme Jamel, un duc, ce qui le choque, et il incline instantanément la tête. Jamel lui dit de se lever, car c'est lui qui les a aidés. Les autres se présentent, Kamel, Zeph, et Jill, et ils leur apprennent que la personne blessée est Hugh. Ils expliquent que lors d'une traversée de la forêt, un groupe de malfaiteurs les a attaqués, et qu'au cours de l'altercation, Hugh a été blessé. Jamel le regarde et lui pose des questions sur lui-même, très curieux de savoir comment un enfant de 11 ans a survécu dans cette forêt, endroit dangereux même pour un homme entraîné. Ryuma invente rapidement une histoire selon laquelle il vivait avec ses grands-parents, mais que ceux-ci sont décédés il y a 3 ans, et qu'il vit ici depuis. Kamel sort une boule de cristal de son sac à dos et lui demande de la toucher. Il explique que si un criminel la touche, elle devient rouge. Sinon, elle reste bleue, et en plus, elle indique l'âge, le sexe et l'origine de la personne. Ryuma, sans hésitation, touche la boule, qui reste bleue, mais cela étonne les hommes, car ces caractéristiques sont exceptionnelles pour un enfant. Le lendemain, Hugh va mieux, et ils décident tous de partir. Il remercie Ryuma et lui dit que s'il a des problèmes, il n'a qu'à se rendre à la capitale et demander. Ils ont ensuite chacun suivi leur chemin. Cela fait 2 semaines qu'il a dit au revoir à Jamel et à son équipage, et alors qu'il se reposait dehors avec ses slims, il entend soudain une voix familière l'appeler. Il lève les yeux et voit Hugh s'approcher, accompagné des autres, mais cette fois-ci, ils sont plus nombreux. Jamel s'approche et présente Ryuma à son père et à sa femme, qui sont très heureux de le voir et le remercient d'avoir sauvé la vie de l'équipage. Il lui présente également sa fille, Ilia, presque du même âge que Ryuma. Le père de Jamel est impressionné par le nombre de slims que Ryuma a apprivoisés jusqu'à présent. Ilia lui demande, « Comme tous ces slims tiennent-ils dans une si petite maison ?»
Il répond qu'ils se combinent simplement pour ne former qu'un seul gros slime, et il ordonne aux slimes de fusionner. Des centaines de slimes se rejoignent et deviennent un slime massif, ce qui choque complètement la femme de Jamel, qui est également magicienne, et elle dit à Ryuma que personne dans l'histoire n'a jamais apprivoisé un si gros slime. Ryuma invite tout le monde chez lui et leur fait visiter les lieux. Jamel lui offre une horloge très chère et ornée, que Ryuma accepte gracieusement en signe de gratitude. Jamel lui dit aussi que, outre exprimer leur gratitude, ils ont aussi une requête à lui faire. Soudain, Ilia se lève et dit à Ryuma que toute leur famille descend de grands dompteurs de bêtes, et qu'elle souhaite elle aussi rejoindre leur rang un jour, mais qu'elle n'a jamais dompté la moindre bête de sa vie, et qu'aussitôt qu'elle a entendu parler de Ryuma, elle a voulu en apprendre davantage sur les slimes auprès de lui. Elle note combien il possède de slimes, puis souligne qu'il existe 2 espèces de slimes qui n'ont été répertoriées dans aucun livre, et même sa mère, une magicienne et dompteuse de bêtes très célèbre, lui a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un slime pareil. Il explique qu'ils sont connus sous le nom de slime nettoyeur et de slime éboueur. Le slime éboueur mange toutes les matières résiduelles et produit même de l'engrais pour les plantes, tandis que le slime nettoyeur est capable de nettoyer toutes sortes de saletés ou de crasses présentes sur n'importe quoi. Pour montrer à quel point ils sont efficaces, il sort un morceau de tissu provenant d'un gobelin qu'il a maîtrisé. Le tissu est extrêmement sale et crasseux, mais dès qu'il le met dans le slime nettoyeur, celui-ci commence à le laver, et après quelques secondes, un tissu extrêmement propre est produit, ce qui surprend les servantes de la famille Jamel, car selon elles, la crasse de gobelin est l'une des choses les plus difficiles à nettoyer. Cela impressionne beaucoup Ilia, qui décide que son premier slime sera un slime nettoyant et demande à Ryuma de lui indiquer comment l'attraper. Il dessine rapidement un plan d'un étang où, selon lui, on voit des slimes, mais précise qu'il faudra les attirer, car sans appât, le slime ne viendra pas à eux. Il rougit un peu lorsqu'elle lui demande des précisions sur l'appât, mais finit par lui dire que ces slimes sont attirés par l'odeur corporelle, et que la seule façon de les attirer est de se laver dans la baignoire puis de récupérer l'eau utilisée. Ilia est un peu gênée, mais se reprend et se dirige vers la baignoire, déterminée à attraper un slime quoi qu'il arrive. Elle se lave, recueille l'eau, et part avec son entourage vers l'étang, tandis que Ryuma reste. Le soleil commence à se coucher lorsqu'Ilia revient avec les autres, un large sourire affichant fièrement le slime qu'elle a attrapé. Tout le monde est extrêmement heureux, et ils dînent ensemble. Le père de Jamel demande à Ryuma quels sont ses projets, et il répond qu'il ne sait pas vraiment où il veut aller. Le père de Jamel lui propose alors inopinément de se joindre à leur voyage vers un autre endroit. Ryuma est surpris par la proposition de voyager avec la famille des ducs. En voyant leur visage chaleureux, il décide d'accepter et de partir avec eux. Le lendemain, Jamel demande à Ryuma de charger ses affaires dans le chariot, mais Ryuma répond qu'il maîtrise la magie de stockage et range littéralement tout le contenu de sa maison dans un espace magique, ce qui surprend à nouveau tout le monde, car ce type de magie est très rare de nos jours. Ryuma descend une dernière fois au sous-sol pour prier les statues des dieux qu'il y a érigées, et leur promet de créer de nouvelles statues à son arrivée. Il prend place dans le chariot aux côtés de Jamel et sa famille, et son voyage commence enfin. Tout se déroule bien les premiers jours. Il parcourt de grandes distances chaque jour, monte des tentes pour la nuit, prépare de bons repas au coin du feu et dorme à la belle étoile, mais un soir, un violent orage éclate. À Maul, en montant une colline, Kamel appelle Jamel et l'informe qu'un éboulement s'est produit et qu'ils ne peuvent plus continuer par ce chemin. Et leur meilleure option est de faire le tour, ce qui ajoutera au moins 3 jours à leur voyage. Ryuma entend cela et sort son imperméable, qu'il a confectionné grâce aux propriétés imperméables de la bave, et sort en courant. Il crée une barrière pour les autres hommes se tenant sous la pluie afin qu'ils ne soient pas mouillés, et commence à réciter des sorts. Il utilise une combinaison de magie de terre pour aplanir l'éboulement et créer un passage, leur faisant économiser plusieurs jours de voyage. Jamel est extrêmement satisfait et le remercie à nouveau pour son aide avant qu'ils ne reprennent leur voyage. Ils atteignent enfin leur destination, la ville de Silfall, et la famille du duc a offert à Ryuma la possibilité de vivre avec eux, ce qu'il a accepté. Les mines de cette ville sont réduites à l'état de vestiges, et Jamel a pris la responsabilité de les remettre en état. Le premier jour, la famille de Jamel emmène Ryuma à l'église, où il sera baptisé, et lui montre ses statistiques sur le tableau des statistiques. Il entre, et dès qu'il pose son tableau des statistiques, il est transféré dans un autre espace où il ouvre les yeux et découvre les dieux qui le regardent. Il pense d'abord qu'il est mort à nouveau et demande s'il est mort. Auquel les dieux répondirent qu'il était sain et sauf, mais qu'ils souhaitaient lui parler. Ils l'ont donc temporairement retiré du monde pour un court instant. Ils le félicitèrent pour les accomplissements qu'il avait réalisés en 3 ans et lui révélèrent qu'ils avaient suivi chacun de ses exploits. Ils lui expliquent que si personne ne reconnaît les slimes nettoyeurs, c'est parce que Ryuma les a créés.
Ils lui disent également que par le passé, ils avaient déjà ramené des humains de la Terre dans ce monde, et qu'il y a des ancêtres, du côté de son père et de sa mère, qui ont été réincarnés de la Terre. Du côté de son père, une jeune fille qui rêvait de devenir dresseuse d'animaux s'est réincarnée et est devenue l'une des plus grandes dompteuses de bêtes de ce monde, et Elia semble avoir hérité de nombreux de ses gènes. Quant au côté de sa mère, les dieux ont réincarné un jeune homme, un grand passionné de jeux et de manga, qui avait demandé des capacités de combat inégalées dans ce monde. Il aurait pu commettre de nombreuses mauvaises actions, mais il était trop timide pour sortir de chez lui et il est mort de vieillesse. Ils discutèrent encore un peu avant que les dieux ne prennent congé, en lui disant que s'il souhaitait un jour lui parler, il pouvait simplement passer à l'église pour prier. Il les remercie pour leurs conseils et leur soutien avant d'être renvoyé dans son monde. La famille du duc l'accueille à sa sortie de la pièce et le père de Jomal lui offre quelques conseils. Il lui dit qu'il est incroyablement fort et habile pour son âge, ce qui attirera l'attention de nombreuses personnes peu recommandables, et qu'il aura le devoir de séparer le bon grain de l'ivraie et de faire ses propres choix. Il lui conseille également de cacher sa force autant que possible, de rejoindre une guilde pour progresser et se faire un nom. Elia l'interroge sur son potentiel magique et le secret de sa maîtrise de la magie. Il révèle qu'il a une capacité magique de 198 000, et la princesse hoche la tête, révélant qu'elle possède une capacité magique de 200 000, ce qui surprend Réoma. Elle lui explique que les personnes nées avec une capacité magique anormalement élevée ont souvent des difficultés à contrôler leur magie et sont obligées d'apprendre à gérer leur potentiel, mais que pour une raison inconnue, Réoma utilise la magie très efficacement. Ils vont voir un dresseur de créatures qui possède un grand nombre d'entraîneurs, mais ceux-ci refusent de prendre Réoma. Car les seules bêtes qu'il apprivoise sont des slims, qui n'ont pas beaucoup de capacité de combat. Jomal dit à Réoma de ne pas se décourager, car il possède d'autres qualités d'aventurier, comme des compétences de combat et un instinct de survie. Ils se rendent ensuite à une guilde d'aventuriers où il doit subir un test. Un homme très impressionnant arrive pour évaluer les compétences de Réoma, lui donne un arc et des flèches, lui demande d'atteindre les 5 cibles sans rater une seule flèche et recule. Réoma prend ses flèches et commence à les tirer à une vitesse incroyable. Il atteint toutes les cibles sans faute et non seulement cela, mais il réussit également à atteindre le centre de chaque cible. L'épreuve suivante consiste à atteindre plusieurs cibles mobiles à la fois et cette fois, au lieu de 5 cibles, il y aura 50 cibles. Les cibles commencent à sortir rapidement de la machine et, à la surprise de tous, il commence à les tirer avec une vitesse encore plus grande qu'avant, les atteignant toutes sans faute. Les 4 dernières cibles sont tirées simultanément et, à la surprise de tous, il arrive à tirer 4 flèches à la fois, atteignant chacune d'elles. Aussitôt après, l'homme lui lance un couteau qu'il parvient à attraper et à lui renvoyer avant de se jeter sur lui pour l'attaquer. L'homme lui dit d'arrêter et l'informe qu'il s'agissait d'un test d'instinct de survie et qu'il est le premier à avoir non seulement esquivé l'attaque mais aussi riposté. Il révèle qu'il est le chef de cette guilde et dit à Réoma qu'il a été accepté et reçoit une clé de rang pour commencer. Il lui conseille également de consulter le tableau d'affichage pour les offres d'emploi correspondant à son niveau. Il repère une annonce pour le nettoyage d'une maison et se dit que c'est le travail idéal pour lui et son slime nettoyeur. Il accepte la mission et le lendemain, il prépare son slime et se rend à la maison. Une jeune femme, éleveuse de bétail, lui ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre, une odeur nauséabonde s'échappe. Elle lui prend les mains, pleurant et le remerciant d'avoir accepté le travail, ce qui rend Réoma méfiant quant à l'ampleur du problème. La jeune femme s'appelle Manga et elle explique à Réoma que sa maison est construite à côté d'une immense décharge et qu'un jour, sans prévenir, un mur s'est effondré, et une énorme quantité de déchets a envahi son sous-sol. La quantité de déchets était tellement énorme que personne ne voulait y travailler, et elle vit dans la misère depuis. Elle supplie Réoma de ne pas partir après avoir vu l'ampleur du problème, et il le promet. Ils entrent dans la maison et Réoma est impressionné par la quantité de déchets accumulés. Il décide que la seule solution est de tout recommencer. Il se lève, rassemble sa slime et va dans les décharges voisines où il libère ses slimes nettoyeuses pour qu'elles s'occupent de tous les débris accumulés. Après un moment, les slimes nettoyeuses terminent leur travail et il utilise ensuite des slimes désinfectantes, ainsi que ses pouvoirs magiques, pour nettoyer chaque recoin des murs jusqu'à ce qu'ils soient comme neufs. Il se dirige ensuite vers la maison de Maya et commence à utiliser sa slime pour débarrasser les déchets avant de désinfecter les lieux et d'utiliser des slimes nettoyantes pour tout rendre impeccable. Il utilise aussi sa magie de la terre pour réparer l'énorme trou dans le mur, ce qui rend Maya si heureuse qu'elle se remet à pleurer. Elle signe le bon de fin de travaux et ajoute même une grosse somme d'argent en signe de gratitude pour avoir accepté le travail. Il retourne à la guilde et récupère sa récompense, mais avant de pouvoir partir, le maître de la guilde l'appelle dans son bureau et il s'assoit. Il le remercie pour le travail qu'il a effectué chez Maya et lui demande une faveur.
Il lui explique que les toilettes communales voisines sont très sales et que personne ne veut s'en occuper. Il pense que Ryoma est le seul à pouvoir le faire, et Ryoma accepte. Il prend à nouveau ses slims nettoyeurs et récupérateurs, enfile son équipement de protection avant d'entrer dans les immenses toilettes communales. Dès l'ouverture du portail, de nombreuses émanations provenant de la matière en décomposition s'échappent, mais il persiste et entre. Il est complètement surpris par la gravité de la situation et se met immédiatement au travail. Heureusement, grâce à la grande quantité de nourriture trouvée chez Maya, les slims récupérateurs ont pu rapidement grandir et se multiplier, accélérant la tâche, mais il a tout de même fallu beaucoup de temps pour nettoyer une seule des 30 toilettes. Lorsqu'il a désinfecté les toilettes, il a remarqué une fuite de poison mortel et il est sorti rapidement. Il convoque une réunion avec la famille du duc et le maître de la guilde pour les informer de la situation. Ils sont surpris par cette nouvelle et sont incapables de trouver une solution, car il manque de personnel pour nettoyer les toilettes, surtout quelqu'un qui serait prêt à entrer réellement dans des toilettes aussi. Poison qui s'échappe. Ryoma les assure qu'il n'a besoin de personne et qu'il sera le seul à y aller, car il a suffisamment de résistance pour se soigner et récupérer rapidement. La famille du duc hésite à le laisser partir, mais faute d'alternative, elle finit par accepter. Il leur demande de rassembler quelques aventuriers et de les poster aux alentours afin qu'aucun ne s'approche des lieux. Le lendemain, il est à l'intérieur et commence le nettoyage, sortant la nuit pour boire des potions de soin avant de reprendre son travail. Au matin, il a terminé et est accueilli par Maya, une des aventurières postées à l'extérieur. Tous le félicitent pour son excellent travail, et il rentre chez lui. Le travail au-delà de minuit lui était familier dans sa vie passée. Sa mère l'attendait toujours, sans dormir. La douleur le saisit en repensant à la maison vide après sa mort et à sa solitude. Il entre chez lui, mais cette fois, il est accueilli par toute la famille du Choumille. Les voir l'attendre le fait pleurer, et l'épouse de Géomal le console. Lui, lorsque Ryoma se réveille le lendemain matin et descend prendre son petit déjeuner, il y a l'accueil avec un festin somptueux et lui demande une faveur. Elle lui demande de lui apprendre à jouer avec la magie, ce que Ryoma accepte. Après un excellent petit déjeuner, ils sortent tous dehors. Le premier tour de magie que Ryoma enseigne à Ilia est la création de bulles à l'aide de la magie de l'eau et de l'air. Au début, elle a quelques difficultés car ces bulles ne sont pas aussi résistantes que les siennes et éclatent facilement, tandis que les siennes sont très solides et conservent leur forme longtemps. Il lui apprend également à lancer des sorts d'eau pour créer différentes formes, et pendant qu'elle s'amuse avec cela, il demande à Kamel de lui apprendre quelques sorts offensifs, car il manque de compétences en ce domaine. Kamel accepte bien sûr et commence par lui apprendre à utiliser des flèches de feu. Ryoma arrive étonnamment à lancer des flèches de feu avec facilité et, au lieu de passer trop de temps à apprendre, il passe directement aux différents types de magie offensive que Kamel connaît, tels que le mur de feu, le mur de glace, les flèches de glace, la spirale d'eau, etc. Finalement, Kamel lui dit qu'il lui a déjà tout appris et n'a plus rien à lui enseigner. C'est alors que le majordome de la famille demande à Ryoma s'il connaît la magie spatiale, ce à quoi il répond qu'il maîtrise certains aspects de la magie spatiale, comme la téléportation et la création de réserves. Le majordome lui demande de démontrer ses capacités de téléportation, ce que Ryoma fait. Il lui propose ensuite de lui enseigner la magie de distorsion, qui permet de se téléporter sur de plus longues distances. Ryoma le remercie avec enthousiasme et apprend rapidement cette magie. Plus tard, il lui enseigne également comment créer un espace de stockage dimensionnel contenant de l'oxygène, permettant ainsi le transport non seulement de biens, mais aussi de créatures vivantes. Ryoma consacre le reste de la journée à apprendre cette magie, et au coucher du soleil, il réussit à lancer un sort de stockage dimensionnel et peut désormais transporter très facilement tous ses slims. Le lendemain, ils se rendent tous aux mines de fer de la ville, et Ryoma, accompagné d'Ilia et de son entourage, pénètre dans la mine pour éliminer les monstres qui l'occupent. En parcourant les galeries, ils sont arrêtés par une gigantesque mante cavernicole, qui n'est pas un monstre très puissant, mais qui peut se multiplier relativement vite, si bien que de grands groupes pourraient poser problème. Les autres décident de laisser Ilia s'occuper seule de la mante des cavernes. La mante se dirige vers elle, elle utilise une flèche de glace, mais rate sa cible. La mante se précipite sur elle, mais avant qu'elle ne puisse l'attaquer, elle la tue d'une autre flèche de glace. Ryoma utilise ses slims charognards pour nettoyer le corps, et ils avancent. Soudain, il rencontre un groupe de mantes des cavernes, et cette fois Ryoma décide de s'en charger. Il court vers elle, sort ses dagues et utilise sa magie pour se renforcer avant de sauter sur les mantes, les tuant une après l'autre. Il sort son slime et commence à nettoyer lorsqu'il y aperçoit quelque chose au loin et court vers là. Il s'avère qu'il s'agit d'un slime métallique qu'elle capture et remet à Ryoma en cadeau pour l'avoir appris à manier la magie.
Ryoma est extrêmement heureux de ce cadeau, et ils finissent par tuer les monstres restants qui occupaient le puits avant de sortir. En examinant le slime, une idée vient à Ryoma et il utilise une combinaison de magie pour extraire le minerai de fer du sol et le transformer en lingot de fer. Cela surprend le duc, qui prend Ryoma à un marchand de la ville où Ryoma démontre son incroyable talent d'artisan. Le marchand accepte immédiatement de vendre les produits de Ryoma, et Jamal le rassure en lui confirmant que c'est une personne de confiance. Le lendemain, le maître de la guilde convoque plusieurs aventuriers pour une réunion et leur annonce que leur prochaine mission consiste à nettoyer un autre puits de mine infesté de monstres. Le lendemain, il est pris en charge à son domicile par une diligence transportant plusieurs aventuriers et conduit au puits de mine abandonné où le maître de la guilde les attend. Il les briefe et les informe qu'à l'intérieur du puits, ils auront affaire à de nombreuses mantisses religieuses des cavernes, des rats et des chauves-souris cavernicoles. Seuls, ils ne représentent pas un problème, mais en grand nombre, ils peuvent devenir une menace considérable. Les aventuriers entrent dans le puits et, en chemin, décident que les monstres terrestres seront traités par les autres, tandis que les monstres volants seront pris en charge par Ryoma, car il est le seul du groupe à maîtriser la magie offensive. Après avoir nettoyé la zone, ils sortent du puits pour une courte pause, mais en sortant, ils sentent que quelque chose ne va pas, et en effet, le maître de la guilde les informe qu'un groupe d'aventuriers a été encerclé par environ 500 gobelins et a subi de sérieux blessés. Il dit à tous qu'ils vont les secourir et vaincre les gobelins. Ils entrent tous dans les donjons, mais à la surprise générale, ils ont grossièrement sous-estimé le nombre de gobelins. Au lieu de 500, il y en avait plus de 2000. Les aventuriers commencent le combat, mais leurs flèches s'épuisent rapidement et, malgré le nombre de gobelins abattus, ils semblent inépuisables. Ryoma décide de protéger chaque aventurier dans une barrière insonorisée et utilise une onde sonore avant de libérer ses slimes de son espace de stockage dimensionnel. Les slimes finissent par attaquer et vaincre tous les gobelins. Avant qu'ils ne puissent célébrer, le commandant des gobelins et plusieurs hobgoblins surgissent de la grotte, mais Ryoma, ses slimes et les autres aventuriers réussissent à les maîtriser sans pertes humaines. À la fin, tout le monde est recouvert de crasse de gobelins, mais grâce à un slime nettoyant qu'ils possèdent, ils sont tous nettoyés avant de conclure la quête et de rentrer chez eux. À son arrivée, il rencontre la famille du duc et, à la surprise générale, leur annonce qu'il souhaite désormais tracer sa propre voie et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Il explique que, cette fois, il a constamment bénéficié de leur aide et n'a rien fait de lui-même jusqu'à présent. Il a pu se rendre dans cette ville uniquement grâce à l'aimable invitation de la famille du duc à séjourner chez eux. Ils l'ont ensuite fait baptiser avant de le conduire à la guilde de dressage de bêtes puis à la guilde des aventuriers. Ils l'ont hébergé, nourri, et même entraîné aux arts de la magie offensive et de la magie spatiale. Ils l'ont aussi aidé à rencontrer le traître afin qu'il puisse établir sa propre affaire. Recevoir autant d'aide de la famille du duc sans rien leur offrir en retour le fait se sentir gâté, et s'il continue ainsi, il risque de perdre pied. Jumeau le regarde et dit qu'il s'en doutait. Ilia et sa mère étaient néanmoins très tristes de cette nouvelle et ont essayé de le dissuader, mais Ryoma a maintenu sa position, affirmant que c'était indispensable, et Jumeau l'a soutenu en disant que c'était bon pour son développement personnel. Le duc a cependant posé quelques conditions. Premièrement, il leur rendra visite tous les quelques mois pour leur donner de ses nouvelles. De plus, il leur enverra une lettre chaque semaine pour leur raconter ses aventures et les événements importants. Et chaque fois qu'il viendra dans cette ville, il séjournera chez eux. Il accepte toutes leurs propositions, mais Ilia s'approche également de lui avec une dernière requête. Elle lui demande de la retrouver dans 3 ans, lorsqu'elle aura de longues vacances scolaires, puis de la revoir dans 6 ans, à la fin de ses études. Il accepte et il lui parle des différentes créatures étranges qu'il pourrait rencontrer, inconnues de lui puisqu'il n'a jamais quitté la forêt. Il lui parle aussi d'un oiseau particulier dont la période de reproduction est étendue et qui est réputé pour être particulièrement difficile à apprivoiser. Ses plumes sont très prisées, outre leur valeur économique, elles sont d'une beauté exceptionnelle lorsqu'elles remplissent le ciel. Ryoma promet de revenir pendant la saison de reproduction afin d'assister à ce spectacle avec eux. Jumeau interroge Ryoma sur ses projets futurs, et celui-ci répond qu'il compte ouvrir sa propre blanchisserie, une entreprise prometteuse car chaque fois qu'un aventurier salit son équipement, il est contraint de l'abandonner et d'en acheter un nouveau. Mais s'il peut nettoyer cet équipement, il permettra à chacun de faire d'importantes économies. Le père de Jumeau lui conseille de visiter le marchand une nouvelle fois de son idée, espérant qu'il puisse l'aider. Il rend visite au marchand avec Ilia et lui montre la bave nettoyante, ce qui le choque totalement car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il est extrêmement heureux à la perspective de gagner de l'argent avec Ryoma et lui propose de rejoindre la guilde des marchands, avec tous les avantages que cela comporte.
Ryoma accepte, et il emmène alors le marchand et Ilia auprès d'une vieille dame qui est elle aussi très surprise de voir cette toute nouvelle espèce de bave. Elle lui donne un formulaire à remplir. Puis, elle sort un livre, lui donne un plan et lui indique l'emplacement où il installera sa boutique. Elle le prévient que l'état actuel de la boutique est extrêmement mauvais, mais que l'emplacement est excellent et qu'elle lui fera une bonne affaire. Il se rend sur place avec le marchand et Ilia, et semble satisfait de l'emplacement, car il est très central, près de la guilde des aventuriers et d'autres zones industrielles. Il décide d'acheter les lieux et commence à nettoyer la zone en utilisant la bave acide pour détruire toutes les mauvaises herbes et les autres types de bave indésirables pour nettoyer toute la zone. Il commence ensuite à poser les fondations de son établissement avec l'aide d'Hugues et des autres. Une fois la construction terminée, il demande de l'aide des aventuriers et commence à peindre tout le bâtiment. Finalement, une fois le bâtiment terminé avec l'aide d'Ilia, il aménage une pelouse devant pour lui donner un peu de personnalité. Plus tard dans la soirée, il repasse près de l'église et est transporté dans le monde céleste, mais cette fois un seul des dieux était disponible car, dit-il, les deux autres étaient partis pique-niquer sur terre. Il lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler et lui conseille de savoir qu'il est toujours sous sa forme d'enfant et que, même s'il a le cerveau d'un adulte, il ressent toujours les émotions comme un enfant et qu'elle pourrait le submerger s'il n'est pas prudent. Cependant, avant qu'il puisse lui demander des détails, il est transporté de retour dans son monde. Ryoma nomme son service de blanchisserie, la forêt de bambou, et organise un grand festin invitant tout le monde à voir son entreprise terminée la veille de la grande ouverture. Le lendemain, il travaille dur aux côtés d'Ilia et de ses servantes pour préparer de la nourriture pour tout le monde et, ce faisant, il est appelé par le commerçant qui lui a amené 2 assistants potentiels. Les assistants s'avèrent être une paire de jumeaux. Il semble appréhensif envers Ryoma car il n'a que 11 ans et a déjà créé une entreprise. Il les fait visiter le bâtiment, leur montrant comment les choses fonctionnent. Il leur explique qu'ils doivent donner aux clients des sacs afin qu'ils puissent y mettre tous leurs vêtements, puis les leur remettre pour le lavage. Les sacs doivent être déposés à l'arrière-boutique, qui est pleine de nettoyeurs et de slime charognards qui éliminent rapidement toute la saleté des vêtements avant de les envoyer au slime métallique qui élimine tous les plis et rend les vêtements impeccables comme s'ils avaient été repassés. Il explique également qu'aucune eau n'est utilisée dans cette blanchisserie, car les slimes se contentent de dévorer la saleté, il n'est donc pas nécessaire de sécher les vêtements. Après cela, il leur demande de l'aider pour le festin car les invités sont arrivés. Toutes les personnes qu'il connaît arrivent pour le festin et les jumeaux sont surpris de voir à quel point ces gens font confiance à Ryoma. Une fois le festin terminé, Ryoma leur montre leur quartier et leur demande s'ils souhaitent travailler avec lui, et ils lui répondent qu'ils n'étaient pas sûrs au début, mais qu'à présent ils pensent avoir beaucoup à apprendre de lui et aimeraient travailler pour lui. Le jour de la grande ouverture arrive, mais Ryoma n'est pas très optimiste car il n'a même pas correctement fait la publicité de son établissement. Il décide d'aller à la guilde des aventuriers pour afficher des publicités pour sa blanchisserie. Choqué de voir que Mi a déjà affiché une affiche annonçant son établissement. Il regarde ensuite le tableau des novices et décide de prendre une quête car il pense que sa journée serait assez vide. Il se rend à une mine et élimine quelques monstres tout en collectant les herbes dont il a besoin pour la quête. Il retourne à la guilde, récupère sa récompense et retourne à la forêt de bambou. Il tourne au coin de la rue et est complètement choqué de voir que son établissement est complètement envahi de monde. Il n'a même pas pu entrer à cause de l'affluence et a dû utiliser sa magie de téléportation pour y accéder. Il se remet rapidement au travail et commence à ranger le linge. Une fois la journée terminée et tout le monde parti, il est surpris du nombre de personnes venues aujourd'hui et se rend compte que les jumeaux n'ont pas eu un instant de repos de la journée. Il décide d'embaucher plus de personnel dès que possible et le lendemain même, il rend visite à la vieille dame de la guilde des marchands et lui demande de lui donner quelques suggestions pour trouver plus d'employés. Le lendemain, la forêt de bambou a connu un succès encore plus grand que la veille. Les clients sont venus en nombre encore plus important et semblaient vraiment satisfaits du nettoyage qu'il proposait. Il s'est rendu compte que si son activité continuait à augmenter à cette vitesse, il devra engager beaucoup plus de personnes pour travailler pour lui. Il retourne donc à la guilde pour rencontrer tous les employés potentiels. Il entre dans la salle, remplie de personnes de tous âges cherchant du travail, mais dès qu'ils voient Ryoma, ils sont choqués. Ryoma réalise que peu de gens voudraient travailler pour un enfant de 11 ans, aussi prospère soit-il. De plus, il informe les candidats que s'ils choisissent de travailler pour lui, ils devront collaborer avec les slims, considérés comme des employés à part entière. Il leur précise ensuite que ceux qui ne souhaitent pas travailler peuvent partir. À peine a-t-il fini de parler que presque tout le monde quitte la pièce, sauf une jeune fille et un homme plus âgé. Il leur demande s'ils ont des problèmes à travailler avec lui, et ils répondent que non. Ils se présentent, fille et lait, père et fille d'une nation voisine, venus chercher du travail. Il l'informe également que la jambe de fille a été blessée,
mais Ryoma leur dit que cela ne devrait pas poser de problème. Ils remarquent cependant qu'ils portent tous les deux des armes dissimulées et les confrontent à ce sujet. Ils sont surpris qu'il l'ait remarqué et se mettent immédiatement sur la défensive. Mais il se calme rapidement et lui explique qu'ils sont d'anciens agents secrets, engagés par le pays voisin, mais que leur employeur a été tué pendant la guerre, les forçant à s'enfuir. Ils ont depuis abandonné cette vie. Ils s'excusent de lui avoir caché cela et lui annoncent leur départ, mais Ryoma leur affirme ne pas avoir de problème avec leur passé et leur propose de les employer s'ils le souhaitent. Le père et la fille sont stupéfaits et acceptent immédiatement. Ryoma leur demande leur salaire, mais ils répondent ne désirer qu'un logement sommaire. Ryoma leur offre alors un dortoir privé et un salaire conséquent. En plus de l'assistance, il les engage comme gardes pour l'établissement, compte tenu de leur expérience militaire. Ils sont ravis et le remercient. Il les ramène à la forêt de bambou, toujours bondée de clients. Il les présente aux jumelles Carla et Kala, et ils commencent à travailler. Une fois la journée terminée, il emmène Faye et Lee dans une pièce à l'arrière et allonge Faye avant de sortir son slime guérisseur. Ni Faye ni Lee n'ont jamais vu un tel slime. Il leur demande des explications à son sujet. Ryoma décide de leur donner un démonstration et laisse l'un des slime guérisseurs soigner la jambe de Faye en quelques secondes. Il se relève, surpris de constater que sa jambe est complètement guérie, et lui et Lee fondent en larmes pour le remercier, disant qu'un guérisseur aurait demandé une fortune pour soigner sa jambe. Le lendemain, la forêt de bambou est à nouveau envahie de clients, et il se rend compte qu'il a besoin de plus de personnel. Il retourne donc à la guilde pour demander plus d'employés et un cuisinier. Le jour suivant, il rencontre les nouveaux employés, 3 jeunes filles du même village, Fina, Maria et Jane. La vieille dame a également trouvé une cuisinière, Selma, qui travaillait autrefois dans une auberge. Elles sont toutes ravies de travailler avec lui, et grâce à la cuisine extraordinaire de Selma, tout le monde est heureux et satisfait de travailler pour Ryoma. Le lendemain, il rend visite au marchand qui lui dit qu'il a besoin de plus de tissus imperméables car la saison de chasse aux grenouilles arrive et les gens voudront des vêtements imperméables. Il accepte et commence à aller dans une mine abandonnée pour fabriquer le tissu. Il est même accompagné d'Elia qui veut s'exercer au violon, expliquant que les oiseaux spéciaux visibles pendant la saison de reproduction ne peuvent être apprivoisés qu'à l'aide de la musique. Il crée aussi une poupée pour Elia et toute sa famille. La forêt de bambou fonctionne sans accroc grâce à l'embauche de personnel supplémentaire, ce qui laisse à Ryoma le temps de se lancer dans sa quête et de visiter la mine pour fabriquer le tissu. Il utilise également le slime charognard pour s'entraîner au combat. À son retour à la forêt de bambou, Calum l'appelle et l'informe que leurs profits ont triplé, ce qui surprend tout le monde. Soudain, Ryoma se souvient qu'il ne leur a encore accordé aucun jour de congé ni de vacances payées. Il organise rapidement une série de vacances payées pour le personnel, qui pourront les prendre en rotation. Cela surprend le personnel car, dans ce monde, le concept de vacances payées n'existe pas. Tout le monde est extrêmement heureux de cette nouvelle et affirme n'avoir jamais travaillé avec une personne aussi gentille. Le lendemain, il retourne à la guilde et cette fois, la réceptionniste l'informe que récemment un groupe a trouvé une espèce de slime rare et souhaite la vendre. Ils se sont rendus à la guilde des dompteurs de bêtes, qui a refusé de l'acheter. Ryoma obtient rapidement des détails sur leur localisation et va les voir. Ils étaient tous tristes de ne pas avoir pu vendre le slime, mais Ryoma finit par le leur acheter à un très bon prix, rendant les deux parties heureuses. Ils se téléportent ensuite à la mine et apprivoisent la rare limace, qui s'avère être une limace sanguine absorbant l'énergie vitale des organismes. Ils retrouvent Elia qui lui demande de l'accompagner le lendemain car elle va apprendre la magie d'apprivoisement auprès de sa famille. Ryoma accompagne la famille du duc et reçoit une leçon très intéressante sur l'apprivoisement de différentes bêtes. Il apprend aussi que l'épouse de Jomal est une excellente dresseuse et a apprivoisé plus d'une centaine de créatures canines très puissantes, et que le père de Jomal est encore plus impressionnant, ayant environ 20 dragons apprivoisés sous son commandement. Enfin, le jour de l'éclosion arrive et, comme promis, Ryoma accompagne la famille du duc à l'étang où ils aperçoivent un groupe d'oiseaux limés volant et chassant les grenouilles. Plusieurs autres aventuriers essaient également de capturer les grenouilles, car on peut en faire des médicaments. L'un des aventuriers s'approche du bord et sort sa flûte pour tenter d'apprivoiser un des oiseaux. Il essaie de leur jouer une mélodie, mais les oiseaux ne semblent pas apprécier, ce qui le met en colère et il sort son épée pour essayer de maîtriser un des oiseaux par la force, mais les oiseaux commencent à l'attaquer avec de la magie du vent. Il se met à courir droit vers la famille du duc. Et des chutes dans l'eau. Heureusement, Kamel et Ryoma utilisent leur magie de mur de terre pour lui sauver la vie. Soudain, un bruit très fort émane du groupe d'oiseaux, affectant apparemment chacun, mais Ryoma, grâce à ses excellentes statistiques, semble indemne. Il localise l'oiseau à l'origine du bruit, l'élimine et utilise sa magie du silence sur lui, ce qui fait fuir la horde.
Les autres aident rapidement les autres aventuriers à soigner leurs blessures et le père de Yermal explique à Ryoma que l'oiseau ayant produit ce bruit était un limé, espèce extrêmement rare. Ryoma et les autres attendent près de l'étang le retour des oiseaux, mais le soleil est sur le point de se coucher. Au moment où ils décident de partir, pensant que les oiseaux ne reviendraient pas, la horde réapparaît et se pose sur l'eau. Tout le monde se tait tandis qu'Elia sort son violon et commence à jouer une mélodie magnifique. Après un moment, à la surprise générale, les oiseaux l'accompagnent et se mettent à chanter. Elle continue de jouer et termine son morceau. Lorsque sa chanson prend fin, 9 limés différents l'entouraient. Elle réussit à conclure un contrat fructueux avec eux. Ryoma décide d'essayer à son tour et sort sa guitare, jamais vue dans ce monde, et commence à jouer une mélodie tout aussi belle. À sa grande surprise, en entendant sa mélodie, l'oiseau limé cauchemardesque, celui qui avait fait ce bruit, arrive et s'assoit. Avant la fin de sa chanson, il est même entouré d'un groupe d'oiseaux, dont l'oiseau cauchemardesque, avec lequel il peut négocier un accord. Soudain, Elias exclame qu'un de ces oiseaux appartient à une catégorie avancée et est apparemment connu comme un oiseau limé fantôme. C'est le pendant de l'oiseau cauchemardesque de Ryoma, l'un utilisant la magie noire tandis que l'autre utilise la magie blanche. Ils retournent chez eux et organisent une grande fête, après quoi Ryoma et Elia se retirent dans une pièce pour parler. Elia doit retourner à son école le lendemain et il faudra au moins 3 ans avant qu'ils puissent se revoir. Elle lui demande de promettre de lui envoyer des lettres chaque semaine et de la retrouver dans 3 ans. Elle lui offre ensuite un magnifique pendentif contenant un rubis magique, un cadeau de sa mère pour son 10e anniversaire. Elle lui dit qu'elle veut qu'il le garde comme porte-bonheur. En retour, Ryoma, sans s'en rendre compte, lui offre 2 de ses slimes, ses biens les plus précieux. Elia est ravie et les accepte avec gratitude. Le lendemain, ils se séparent, se promettant de devenir plus forts et de se retrouver dans quelques années.